Bonjour, bienvenue à tous et à toutes à ce webinaire de la Coalition Solidarité Santé qui est organisé par le Comité Santé et crise climatique. Le webinaire d'aujourd'hui s'intitule Cultiver l'espoir face à la crise climatique. Et pour ceux qui ne connaissent pas la Coalition Solidarité Santé, on est un regroupement qui existe depuis 35 ans et un regroupement d'organismes communautaires autonomes en santé et services sociaux. On est un regroupement d'organismes syndicaux et citoyennes également. Et on a plus de 45 membres à ce jour. Et on est partout au Québec et donc on défend le droit à la santé. On se bat principalement là, contre la privatisation des soins de santé et le privé dans la santé et les services sociaux. Puis on s'intéresse également là, plus largement à tous les déterminants sociaux de la santé. Et comme on le sait, la crise climatique est le plus grand défi auquel la santé humaine va devoir faire face. Et donc, on s'y intéresse là, depuis plusieurs années, on suit ce qui se passe, mais là, plus particulièrement, dans les 2 dernières années, on a un comité qui organise des webinaires comme ça un peu pour s'ouvrir l'esprit sur les enjeux, puis essayer de garder ça de positif. Donc, je pense qu'aujourd'hui, ça va être vraiment dans cette optique-là. Je laisserai ma collègue Sarah Dubuc présenter nos panélistes d'aujourd'hui. Sarah fait partie du comité santé et crise climatique et est à l'origine de ce webinaire. Merci Geneviève. Donc bonjour, Sarah Dubuc. Je travaille chez Exteco, qui est un organisme de défense des droits des personnes qui vivent avec une déficience motrice. Puis aujourd'hui, on a la chance là, d'avoir deux panélistes très intéressantes et qualifiées là, pour parler d'espoir face à la crise climatique et de faire sens du deuil là, deuil climatique qui peut survenir dans les temps modernes. Alors, on a probablement Elisabeth Larocque, qui est professeure au département de travail social à l'Université du Québec en Outaouais, cofondatrice de la formation éco-citoyenne de l'UQO et membre du comité de direction du Centre de recherche en éducation et formation relative à l'environnement et à l'éco-citoyenneté. Elle est également membre du réseau Rebelle, Recherche, Biodiversité, Bien-être et Loisirs en France. Travailleuse sociale de formation, elle s'intéresse aux enjeux psychosociaux et éco-spirituels des crises socio-écologiques et de la biodiversité, ainsi qu'aux pratiques centrées sur le renouvellement des récits et des rapports aux vivants. Ces recherches s'inscrivent dans une perspective éco-sociale, de la transition et de la justice sociale écologique et portent sur les émotions psychothérapiques, donc les émotions de la Terre, et sur les approches d'intervention axées sur la nature de proximité. Emmanuel est aussi membre du comité de coordination de Mères au front Outaouais, copropriétaire d'une pratique privée offrant des services d'intervention par la nature qui s'appelle le Centre Mana et passionné de randonnée et de vélo de montagne. Alors, merci Emmanuel d'être avec nous aujourd'hui. Merci à vous pour l'invitation et merci aux personnes qui sont ici aussi là, pour jaser d'espoir climatique ensemble. Oui, super. Et on a ensuite comme deuxième panéliste Isabelle Fortier. Isabelle Fortier est fondatrice d'Ego Eco et formatrice en éco-psychologie. Son approche est unique et se distingue par une approche qui intègre l'art, le corps et la nature. Son parcours académique est riche et transdisciplinaire, hein, éducation, coopération interculturelle, sciences des religions, thérapie psychocorporelle et théâtre, euh, et développement où le théâtre est enseigné pour être un outil de transformation personnelle et sociale. Et depuis 2014, Elisabeth s'est spécialisée en écopsychologie, en suivant des formations complémentaires telles que le travail qui relie avec sa fondatrice Joanna Macy, un cours sur pratique et principe de la transformation profonde avec Jérémy Lent et une formation en thérapie soutenue par la nature. Alors, merci Isabelle d'être avec nous aujourd'hui. Puis je vais même déjà te laisser la parole pour la première partie qui est une méditation guidée pour commencer ce webinaire. Alors bonjour tout le monde, très contente d'être ici avec vous ce midi. C'est toujours un plaisir de partager ce à quoi je crois profondément, notre relation au vivant. Et
pour moi, quand on parle de relation vivante, c'est déjà d'être en relation avec soi-même, n'est-ce pas? Hein? Tu sais, c'est d'être capable de se ressentir comme être vivant. Donc, en petit comité, on s'est dit que ce serait le fun de commencer par une courte méditation pour, tu sais, on arrive toutes d'une matinée probablement chargée. Donc, pour arriver ici et maintenant dans notre corps, dans notre ressenti. Donc, ceux qui le souhaitent, vous pouvez fermer les yeux ou garder les yeux ouverts, c'est à votre goût. Ça sera pas plus que 5 minutes. Donc, juste déjà, si vous voulez juste prendre conscience que vous êtes assis en ce moment. Des fois, c'est déjà la base pour commencer. Je me suis assis devant mon écran pour cette rencontre-là. Sentir le poids de votre corps, sur la chaise. Puis prendre conscience de votre respiration sans la changer. Juste voir comment ça respire en ce moment. Observez si je respire plus dans la poitrine ou dans le ventre, si c'est rapide ou lent, ample ou étroit. Je peux en profiter pour qu'elle expire. Je dépose un petit peu plus mon poids sur la chaise. C'est pour arriver ici maintenant. Je me dépose. Voici un petit peu déposé, un petit peu plus, un petit. On peut à la fois relâcher les épaules en expirant. Juste prendre conscience que notre souffle nous tient en vie. Que sans même en prendre conscience, ça respire toujours, même la nuit, inconsciemment, ça respire, comme si nous sommes respirés par la vie. Prendre conscience que l'air qu'on respire, c'est le même air que les dinosaures respiraient. Que par ce souffle-là, on est relié aux êtres du temps profond. On peut prendre le temps de ressentir le cœur qui bat à l'intérieur de notre poitrine. Sentir ses palpitations. Ce cœur-là qui nous tient en vie lui aussi, en pompant jour et nuit. Puis on peut en profiter pour conscientiser chacun de nos organes.
qui eux aussi nous tiennent en vie. On prend rarement le temps de remercier ces organes-là qui nous tiennent en vie sans nous charger rien. Naturellement, ils nous tiennent en vie. Mm. Remercier la terre auquel on appartient. L'eau. Le feu, sans quoi nous ne serions pas vivants non plus. Donc, reconnaître qu'on fait partie d'une grande toile du vivant, qu'on est soutenu. Et soutenu. On peut revenir tranquillement, on peut s'étirer au besoin. Hmm. J'aime bien, après avoir fait une petite centration comme ça, j'aime bien redire bienvenue. Parce que généralement, les gens, ils sont plus présents qu'avant. Donc, à nouveau, bienvenue à tous d'être ici ce midi avec nous. Hmm. Merci, merci Isabelle. Ça donne le ton pour ce beau webinaire. Ça fait du bien, c'est rare qu'on prend le temps de faire ça, surtout en contexte numérique, là, donc c'est vraiment chouette. Merci. Débutons d'abord avec une présentation des travaux, en fait, de chacune des panélistes sur la question comment cultiver l'espoir face à la crise climatique. Commençons avec Emmanuel. Euh, voilà, je te laisse la parole. C'est environ 10 minutes, mais prends le temps qu'il faut. Parfait, merci. Merci à Isabelle là, pour mettre le rythme au fait. Puis je veux juste peut-être souligner, j'ai rencontré Isabelle grâce à Sarah qui nous a mis en lien pour ce webinaire. Puis on a découvert qu'on a vraiment plein de choses en commun, notamment l'espoir de pouvoir cultiver l'espoir chez les gens avec qui on travaille. La méditation, tu sais, dans un certain sens, ce qu'on fait quand on médite, quand on prend le temps de ralentir, on est en train de contester un peu le rythme de productivité dans lequel on est appelé à toujours rouler, là. Donc, il y a quelque chose de très politique dans le ralentissement, dans cette volonté de ralentir, puis de le mettre en place, de le mettre en pratique. Donc, déjà là, en créant de l'espace pour le ralentissement, mais aussi pour la gratitude, on peut créer de l'espace pour avoir de l'espoir. Parce que si on se fait juste bombarder par des mauvaises nouvelles, puis on s'y accroche, c'est plus difficile d'avoir espoir. Donc déjà, en ralentissant, en partant d'une place de gratitude, c'est une belle place pour déjà commencer là, à ouvrir ces espaces-là. Donc, merci pour ça. C'est ça, je vais présenter un peu mes travaux. Dans le fond, j'ai un petit PowerPoint, c'est plus des images là, que je voulais vous partager. Je vais essayer de le partager sans aide de Sarah, je devrais être correct. Oui, ça va. Est-ce que vous voyez le PowerPoint? Oui. OK. Oui. Je vais juste le mettre un peu plus grand. Alors, j'ai juste mis mes affiliations, mais j'ai une petite mise en contexte. Au fait, je travaille sur les deuils écologiques, puis je travaille aussi sur la pédagogie et l'intervention par la nature ou le land-based qu'on appelle place-based, les approches centrées sur le lieu. Puis, au fait, je me suis intéressée au deuil écologique, notamment à cause des deuils que moi-même j'ai vécu. Donc, des fois, on fait de la recherche, on décide de devenir intervenante parce que des fois, on est interpellé parce qu'on a vu des choses, ou on a vécu des choses, ou on est conscient des injustices dans le monde, puis on va essayer de les réparer ou aider.
Donc, j'ai juste des images ici au fait d'un deuil écologique que j'ai vécu qui m'a amené à travailler sur ces questions-là. Parce que justement, la forêt, elle est très, très importante pour moi dans mon histoire sociale. Puis au fait, je vous inviterais même à peut-être réfléchir, là, les personnes qui sont présentes, à un endroit, un espace qui soit vert, qui soit bleu, un espace blanc même, hein, si on pense à la neige, qui est cher pour vous. On a tous des petits espaces, des fois qu'on arrive à trouver que ce soit même des espaces en enfance qui ont marqué pendant notre enfance. Ça peut être des espaces que vous fréquentez en ce moment, là, qui vous permettent de connecter justement à la trame du vivant, à la nature, là, comme Isabelle disait. Donc, juste de prendre un moment pour réfléchir à cet espace qui vous est cher, puis juste prendre un petit moment pour remercier le fait que cet espace est là et existe. Euh, Puis, ben, c'est ça, c'était une forêt qui était derrière chez nous, justement, donc une grande forêt qui a été détruite pour bâtir des maisons, hein. Donc, on est dans une crise du logement, donc on est en train de défricher beaucoup. Moi, j'habite à Prescott-Russell, donc je suis sur le côté de l'Ontario. Puis, Prescott-Russell, il est au fait une région qui vit le plus de déforestation en Ontario en entier. Donc, on est supposé là, d'avoir 30% de couverture forestière. C'est ce qui est prescrit en Ontario. On est à 22% dans notre région à Prescott-Russell parce qu'il y a tellement de coupes à blanc, mais tellement. Puis là, l'Ontario veut mettre des règlements pour contrer la déforestation. Donc, jusqu'à temps que ces règlements-là passent, les personnes qui ont des terrains, des territoires forestiers détruisent avant qu'il y ait à payer plus cher pour détruire les arbres. Donc là, on est vraiment dans un creux, là, je dirais, où il y a pas assez de monitorage. On a vécu la même chose au Québec avec la loi 97 qui a été contestée, justement, puis ça leur rassemblait des gens, ça leur rassemblait des agriculteurs, des citoyens, des personnes autochtones, où ensemble, vraiment, là, ils ont réussi à contester, des chercheurs aussi, notamment de l'UQO, là, de l'ISFOR, pour contester cette loi-là qui, au fait, amenait vers une gestion forestière qui était très, très capitaliste, puis qui enlevait un peu le droit au territoire, puis le droit des personnes autochtones de prendre des décisions aussi. Mais tout ça pour dire que c'est ça, dans notre vie en général, la plupart des gens avec qui je parle quand j'ai commencé à travailler sur les deuils écologiques, ils ont déjà vécu une perte écologique, hein. Des fois, ils me parlent d'un arbre particulier, un arbre qui était super précieux pour eux parce qu'ils se rassemblaient avec leurs enfants et racontaient leurs histoires. L'arbre a été coupé pour faire un stationnement, par exemple. Ça peut être un petit boisé, ça peut être même un territoire qui est plus lointain ou qui est associé à l'enfance. Mais avec tout ça, au fait, c'est qu'il y a plein d'éco-émotions qui sont associées à ces deuils-là écologiques. Mais il y a aussi beaucoup d'espoir qui est associé à l'étude des deuils écologiques. Puis pour ça, ben, c'est un peu vers ça que je vais aller parce qu'en travaillant sur les deuils écologiques, c'est que ça l'ouvre sur toutes les histoires d'amour au territoire, donc sur les processus d'attachement. Donc, qu'est-ce qui fait en sorte que des gens, hein, monsieur, madame, tout le monde, on devient attaché à un arbre, à une forêt, à un lieu spécifique. Pourquoi aussi on devient à vouloir protéger ces lieux-là. Donc, ça l'ouvre sur vraiment des belles histoires, puis aussi sur beaucoup d'actions solidaires. Donc, quand on voit soit une forêt disparaître ou un boisé, ou quand on pense que ça va peut-être disparaître, donc quand la forêt proximale elle est menacée, ben il y a beaucoup de gens qui se rassemblent ensemble, puis qui veulent agir, au fait, au nom de la forêt. Parce que la forêt, ben, malheureusement, ne peut pas parler, peut pas parler pour elle-même, malgré que si on l'écouterait plus, elle aurait plein de choses à dire. Mais les actions solidaires, les actions militantes, justement, ben, c'est une façon de créer de l'espoir dans ces deuils écologiques-là qui sont en cours ou à venir. Puis, c'est ce que je vois beaucoup dans mes recherches. Donc, c'est vraiment cet amour-là du territoire, mais aussi l'action collective qui en ressort, qui porte vraiment espoir parce que les gens, ils apprennent à reconnaître au fait l'importance des forêts, l'importance des milieux verts pour leur santé, hein. On est vraiment dans un problème de santé publique quand on est en train de tout défricher, quand on est en train de détruire les forêts urbaines, on est en train d'enlever toute la protection qu'on a pour la pollution sonore, lumineuse, mais aussi les lieux de rassemblement, hein. Donc la possibilité de connecter avec le vivant, mais la possibilité de connecter avec nos voisins, avec nos animaux, les chiens, qu'on amène promener. Puis il y a comme une cohésion sociale qui se fait autour de ces forêts urbaines-là aussi. Donc c'est un peu ce que j'essaie d'amener, là, de parler de langage politique là, pour amener ça aux élus, pour dire, bon, ben voilà l'importance de nos forêts. Il faut parler
parler un peu de, tu sais, monétiser un peu tout ça pour que ça passe chez nos élus souvent. Mais il y a quelque chose de très relationnel aussi, hein, puis c'est ça que peut-être des fois les élus comprennent moins, là, c'est cette relation-là, hein, l'aspect plus cœur versus l'aspect cognitif et économique là, lié aux forêts. Puis, au fait, les données de recherche, donc j'ai la chance d'aller marcher en Outaouais, dans les Laurentides, un peu partout au Québec avec des gens qui ont vécu un deuil écologique. Donc, ils m'amènent voir le lieu qui serait perdu. Hein, donc, quand il est encore accessible, ils m'amènent marcher dans leur lieu perdu. Ils m'expliquent un peu ce que c'était, ce que ça a été pour eux. Puis là, après ça, on va marcher vers un lieu qui est un peu remplacé. Donc, souvent, les gens se réorganisent. Hein, quand il y a une forêt ou un boisé défriché, ben, ils essaient de trouver un autre espace ailleurs pour continuer de connecter au vivant. Puis là, ils me montrent un peu, bon, ben, c'est quoi, qu'est-ce qu'ils font dans ces espaces-là, pourquoi c'est important pour eux. Puis je regarde aussi, ben, c'est quoi qui arrive quand il y a un lieu détruit, c'est quoi les stratégies d'adaptation, comme trouver un lieu, mais il y a aussi toutes les actions collectives. Alors, moi, j'ai une belle job au fait parce que j'ai la chance de rencontrer plein de personnes, mais aussi plein de lieux qui sont là encore puis qu'on doit protéger, puis qu'il y a des actions collectives autour de ces lieux-là pour les protéger. Je pense à Stablex, à Blainville, là, il y a beaucoup de mobilisation, le corridor Champlain en Outaouais, c'est ça. C'est tous des lieux qui sont menacé, mais qu'il y a beaucoup de mobilisation. Donc, on voit l'importance, là, justement, pour plusieurs citoyens, citoyennes. Puis, pas juste pour les citoyens, citoyennes, mais aussi pour le vivant qui habite ces lieux-là, puis qui nous habite, au fait. Donc, avec ces données-là, j'ai travaillé avec une jeune étudiante qui est aussi artiste. Hein, donc, on essaie d'amalgamer art et conscience et cœur et corps et tout ça pour faire parler, au fait. Hein, donc, j'espère rejoindre les gens au travers des arts. Puis, cette jeune étudiante-là qui est artiste, j'ai donné l'option, en fait, j'ai dit, ça, c'est mes données de recherche. Regarde-les, puis dis-moi ce que tu aimerais faire avec. Tu peux créer quelque chose pour qu'on puisse diffuser, au fait, les données de recherche de façon créative. Puis là, elle me dit, son nom c'est Charlotte Bass à l'UQO. Elle me dit, bon, ben moi, j'ai jamais fait ça, mais je vais faire un slam. Donc, ceux qui savent pas c'est quoi un slam, ben en fait, c'est comme un poème chanté, disons, là, un peu, un poème non, un poème qui est pas chanté, qui est plus dit. Puis, c'est pour passer un message. Donc, il y a souvent un genre de message politique. Là, c'est des photos ici que j'ai mis de notre promenade immersive, ce que je fais avec les participants. Donc, on va visiter les lieux. Puis c'est ça, donc Charlotte me créé un slam, puis quand j'ai lu le slam, j'ai dit waouh, moi j'étais dans le tour avec mon chum, puis j'en pleurais, puis j'étais comme elle a tellement bien capté les émotions des gens, puis elle a capté pas juste les émotions, mais aussi comme un message très politique que les participants voulaient mettre de l'avant. Donc là, avec tout ça, elle connaissait une personne qui travaillait en vidéographie, puis elle a dit bon ben je vais le contacter, puis il est super passionné du projet, donc on va mettre des images sur le slam. Donc, c'est un peu ce que je vous présente maintenant. Là, c'est vraiment le petit slam qui a été filmé, puis qui montre au fait des images, des lieux qui font partie de la recherche, donc des lieux qui sont perdus. Donc, vous allez voir le corridor Champlain, par exemple, puis d'autres lieux qui ont été mobilisés comme les lieux un peu de remplacement, donc où les gens continuent à aller, puis les places qu'on veut protéger. Donc, ça a été, tu sais, sans vraiment briser l'anonymat des participants parce qu'ils sont plusieurs gens dans ces lieux-là, mais vous allez avoir une petite idée du visuel là, des lieux en Outaouais qui font partie de la recherche. Donc, je vais vous le jouer, puis après ça, ben, je vous laisse ouvrir des questions ou des commentaires, bien sûr, si vous voulez. Donc, c'est Nicolas Robitaille là, qui est le réalisateur. Et si vous entendez pas, c'est un peu silencieux au début, mais si après quelques secondes vous entendez rien, faites juste me le dire, puis j'ajuste le son. Toi, bourreau de mes pertes. Perte de refuge, perte de fond, perte de sécurité. D'une richesse cachée.
de mon cocon réconfortant, mon espace ressourçant. Perte d'équilibre, peur du vide, vide de sens. Oxygène carboné, suffoqué. Auparavant connecté aux éléments, terre, eau, vent. Je suis maintenant connecté au ressentiment. Impuissant face à tes coups déforestants, pourquoi m'enlèves-tu ce qu'il y a de plus énergisant? Tout ce que je peux faire, c'est être impuissant. J'ai beau parler, crier, hurler, me mobiliser, négocier, me révolter. Je me sens contraint à laisser aller. Ignorer. Anyway, t'entends juste les billets de sang. Pourquoi toujours vouloir plus d'argent? En l'accumulant, t'oublies que ce que tu détruis, c'est des rires d'enfants. Mémoire vive, toujours sous le qui-vive. Peur que tu refrappes avant même qu'on le sache. Est-ce que ton âme est même humaine pour autant briser notre ADN? Devant ton manque d'empathie me reste seulement souvenir et nostalgie. De mes premières expériences d'aventurier, un refuge où je pouvais m'évader, où mes parents n'étaient pas invités, seulement moi et ma liberté. Je me souviens encore de l'odeur de l'eau salée, odeur marine, de l'odeur des feuilles effritées, odeur d'automne parfum mélangé, la musique des oiseaux aussi puissant que le courant d'eau, le son de la terre comme la berceuse de ma mère. J'étais connectée aux racines, au moment présent, à la musique du vent. Aujourd'hui, je ne suis que ruine, d'une terre qui m'habitait, de la rivière qui m'emportait. Le saule pleureur pleure ma peine, ma douleur, ma peur, de ne plus être protégée, de me sentir dénudée, autant que les territoires que tu ne cesses d'exploiter. M'accuse de gaspiller, de laisser l'eau couler, de ne pas assez recycler, mais t'es pas foutu de réfléchir avant de tout détruire. Quoi faire devant ta destruction? Est-ce que je dois justifier? Te justifier? Est-ce que ma douleur a droit d'exister alors que d'autres semblent s'en sacrer? S'il te plaît, fais attention à mon boulot, à mon sentier sur le bord du ruisseau. Ils ne font pas seulement qu'embellir ma vie, ils sont des milieux de vie, pour nous et nos enfants, et pour tous ceux qui souhaitent vivre dans le présent. Voilà, au fait, c'est très politisé comme message, mais au fait, ce que Charlotte aussi essayait de mettre de l'avant, c'était vraiment la beauté, l'émerveillement, tout ce qu'on a puis qu'on veut garder. Donc, c'était un peu le message, le côté espoir que je vois de ça, c'est que tous ces récits-là, comment ils font preuve de cet amour pour le territoire, de tous ces petits coins cachés qu'on a. Je parle de l'Outaouais ici, là, mais mes recherches s'étendent un peu plus loin au Québec, mais tous les coins cachés qu'on a au Québec qui deviennent des lieux très prisés, mais c'est des lieux, c'est ça, qui sont uniques parce que c'est souvent des lieux proximaux où les citoyens, citoyennes qui habitent là le connaissent, mais c'est pas tout le monde qui le connaît. C'est pas comme le parc de la Gatineau, les forêts dans les Laurentides qui sont bien connues, mais il y a des petits espaces un peu partout aussi qui sont là, puis qu'on veut garder, puis qu'on veut protéger. Donc, c'est à peu près le message autour de mes recherches là, pour vous permettre de comprendre un peu ce que je fais. Puis, j'essaie en même temps de cartographier ces lieux-là, à la fois de écologiques, mais les lieux qui sont encore présents pour en documenter les caractéristiques et la façon que les gens s'en servent. Puis, les animaux, le vivant qui s'y trouve aussi pour noter l'importance de la biodiversité dans tout ça aussi. Alors, je vais m'arrêter ici là, pour ne pas prendre tout le temps, mais je vous laisse, soit Isabelle, ou si vous avez des questions rapides là, par rapport au processus ou à la recherche, n'hésitez pas.
Merci Manuel, c'était vraiment super. C'est un bon slam. C'est fou comment l'art réussit bien à transmettre, je trouve, les émotions, là, tu sais, ce qu'on peut vivre après un deuil écologique, autant comment ça affecte la santé mentale, émotionnelle, physique, mais aussi comme ce qu'on perd, ça se transmet bien à travers l'art. Puis merci pour le partage. Ouais, je vais repasser la parole à Isabelle. Puis si vous avez des questions sur le processus du vidéo ou d'autres questions, on va revenir à la fin pour une petite période de questions. Donc, notez ce que vous avez en tête, puis on va pouvoir y revenir ensemble. Donc, Isabelle, tu peux te lancer sur comment cultiver l'espoir face à la crise climatique selon ta perspective. Oui. Alors, rebonjour tout le monde. C'est ça, moi, dans le fond, je travaille en éco-psychologie avec le travail qui relie depuis 10 ans déjà. Donc, moi, je reçois des gens en nature et puis on vit les exercices du travail qui relie, qui sont des exercices quand même assez simples, mais très profonds et puissants dans notre rapport au vivant. Donc, je trouvais ça important de vous présenter les bases du travail qui relie pour savoir sur quoi j'appuie mon travail, dans le fond. Donc, je vais vous partager ça. Voilà, l'éco-psychologie, dans le fond, c'est de l'éco-psychologie pratique, le travail qui relie. Le travail qui relie, il y a déjà 50 ans, ça a été fondé par Joanna Macy, une chercheure américaine de la Californie qui est décédée cet été à 96 ans. Elle travaillait encore à 96 ans. Et c'est maintenant pratiqué dans 22 pays quand même. Fait que c'est vraiment des points d'appui quand même solides. Moi, pour avoir travaillé avec des milliers de personnes depuis 10 ans, je vois à quel point ça donne des points de repère très grands pour faire face à la crise climatique avec espoir. Donc, OK. Moi, mon inspiration quand j'ai fondé Ego Eco, hein, c'est le nom de mon entreprise sociale, j'ai vu cette image-là quand on parle de l'art, hein, l'art qui change des choses. Moi, quand j'ai vu Ego Eco, ça m'a frappé profondément parce que j'ai réalisé que j'avais été éduquée comme justement dans l'ego, hein, l'humain au-dessus des autres espèces, et puis un peu comme dans la chaîne alimentaire. Et là, je vois ego éco, puis je comprends que j'ai une pensée anthropocentrique et que ça ne fait pas de sens. Alors, ça m'a tellement marqué que je suis allée pousser mes recherches, puis j'ai découvert l'éco-psychologie et enfin, je trouvais une approche qui combinait tout ce qui fait sens pour moi, c'est-à-dire la psychologie, tu sais, la nature, la spiritualité, l'art. Donc, j'ai créé Ego Eco. Donc, c'est quoi l'éco-psychologie? Un champ de recherche et de pratique transdisciplinaire. Fait qu'on étudie la relation entre les êtres vivants, les racines de la crise écologique à travers la psychologie humaine et le fonctionnement des sociétés, puis les voies pour se reconnecter au vivant. Donc, le travail qui relie, on va travailler sur ces différents aspects-là. C'est quoi le travail qui relie? Ben, c'est une vision du monde. Hein, on est dans une pensée systémique dans le travail qui relie. C'est une méthodologie, puis c'est une connexion avec son corps puis ses ressentis. Donc, c'est pas juste une approche intellectuelle de la chose, mais c'est une approche comme ça passe dans le ressenti, les motifs, le corps, ça transforme. Hein. Donc, puis l'objectif du travail qui relie, c'est stimuler l'implication des individus à bâtir une société qui soutient le vivant. On part du principe qu'on a trois histoires qu'on se raconte, hein. Il y a l'histoire du faire comme si rien n'était, en anglais qu'on va dire business as usual. Hein, on sait que ça va pas bien, qu'il y a une crise, mais tu sais, chacun d'entre nous, on passe par ces trois histoires-là, hein, dans différents moments d'une journée ou même d'une semaine ou d'une année. Donc, faire comme si rien n'était. La deuxième, l'histoire de l'effondrement. Tout va s'effondrer de toute façon. Ça sert à rien d'agir parce que de toute façon, c'est perdu d'avance. Ou la troisième histoire, le grand tournant ou le changement de cap qu'on parle en travail qui relie, où justement qu'on arrive à temps pour changer la direction et puis éviter de rentrer dans le mur. Par où passe la transition écologique? Ben, il y a trois aspects qui s'interconnectent
évidemment, il y a les changements structurels, changer le système politique, économique, éducatif, hein, tous ces systèmes-là qu'on est déjà, le changement de cap se passe déjà, c'est ce qu'on met de l'avant, hein. On est déjà en train de faire ça, donc de continuer ça. Des actions pour soutenir le vivant, que ça soit de s'attacher à un arbre ou encore de faire son recyclage, hein, ça fait partie des actions à poser pour soutenir le vivant. Et le changement de regard, donc justement, changer nos valeurs, nos paradigmes, nos façons de penser, penser passer d'une pensée cartésienne à une pensée systémique. Donc, c'est ce on travaille en travail qui relie. Donc, Joanna Massy, elle a mis une spirale en forme pour qu'on puisse comprendre comment cheminer dans tout ça. Donc, comme on l'a fait au début dans ma petite centration, s'ancrer dans la gratitude, qui serait comme le point de départ si on veut aller vers le changement, qui est comme hein, s'ancrer, c'est un enracinement. Pour en deuxième temps, honorer notre peine pour le monde, nos douleurs, nos souffrances. Donc, si justement je suis pas ancrée suffisamment dans la gratitude, mais que je suis dans mes douleurs pour le monde, ben il peut y avoir un grand déséquilibre, puis je peux tomber dans le désespoir. La gratitude, ça, tu sais, nous permet de nourrir un équilibre, puis ce qu'on dit aussi, c'est que la gratitude, ce que j'aime beaucoup, c'est un acte révolutionnaire dans une société de consommation où le verre est toujours à moitié plein, tu sais, à moitié vide, je veux dire, plutôt qu'à moitié plein. Donc, ça nous permet d'honorer nos douleurs pour le monde, pour ensuite voir avec de nouveaux yeux, penser différemment notre façon d'être au monde, se voir comme éco, partie prenante du vivant. Et ce que je fais à la nature, ben je le fais à moi-même. Donc, je vais pouvoir aller de l'avant. Quand je comprends que j'appartiens au vivant, que la toile de la vie me soutient, ben je suis aussi en mesure de d'être en gratitude de cette toile de la vie-là qui me soutient. Et évidemment, ça fait émerger aussi mon désir d'aller de l'avant. Donc, comment j'ai envie, moi, de contribuer? Parce que de toute façon, je suis soutenue, quelle est ma part, quelle est ma contribution? C'est comme si ça se fait naturellement quand on est dans la gratitude d'être soutenu par le vivant. Puis la peine pour le monde, c'est aussi un moteur, hein. Si justement, comme Emmanuel, tu disais, hein, mon amour pour le monde est un moteur pour vouloir aller de l'avant, poser des actions, faire changer les choses, mais ma peine aussi est un moteur. Mon deuil est un moteur, comme tu disais, toi, de ta forêt qui a été coupée, rasée. Donc, voilà, voir ça comme des moteurs. Donc, fait que ça, c'est comme les bases sur lesquelles je travaille. Donc, à travers le temps, tu sais, dans les 10 ans, j'ai eu plusieurs personnes qui sont venues, souvent avec justement de l'éco-anxiété, de l'inquiétude, du découragement. Et puis, c'est quand même assez fascinant de voir que juste de faire le tour de cette spirale-là, de se remettre dans le vivant comme être humain, de reconnaître que tout n'est pas sur mes épaules, mais que c'est partagé sur les épaules de tout le monde, ben ça crée vraiment un grand relâchement, un sentiment que je peux reprendre juste ce que j'ai dans mon pouvoir, et mais que les autres le font aussi, donc ça donne espoir pour changer le monde. Fait que ce serait ma petite intro là. On va avoir les questions qui vont suivre là, mais au moins vous savez savoir sur quelle base je travaille. Voilà. Super, merci Isabelle. Ça jette très bien les bases, en effet. Bon, on a préparé quelques petites questions de panel qu'on va lancer à Emmanuel et Isabelle, puis vous pouvez débattre entre vous qui commence par répondre. Je vais Euh, laisser Emmanuel, on se fait des tours de parole. Chacun votre tour, ça marche. Ben, commençons justement un peu plus méta là, sur le territoire en soi. Parce que Mhm. comment, en fait, se forge notre attachement au territoire, puis c'est quoi le lien avec le deuil? De quelle manière on devient attaché à notre territoire, puis voilà. Merci. Ben, le concept de territoire, tu sais, on parle de nature, de territoire, c'est déjà un concept un peu, ben, c'est construit dans le fond, hein, c'est construit par notre culture, c'est construit par la façon qu'on est socialisé à la nature, au territoire. Donc, on a peut-être toute une différente
façon de décrire c'est quoi la nature ou le territoire, là, selon la façon que vous avez grandi et tout ça. Je pense à mes collaboratrices autochtones qui ont une idée du territoire qui n'est pas la même que le nôtre, hein, aussi. Bon, moi, je parle pour moi, là, en tant que personne allochtone qui a grandi dans une société occidentale et tout ça. Puis malgré le fait qu'on grandit ben, dans la culture québécoise, ontarienne aussi, là, on est très proche du territoire dans un certain sens parce que la nature fait partie de notre culture aussi au Québec. Hein. Il y a on est chanceux d'avoir beaucoup de lacs, de marais, de verdure et tout ça. Donc le contact avec les animaux et la nature c'est fait très jeune pour certains d'entre nous qui ont grandi dans les années 80-90. Puis là, on voit une modification, en fait, dans cette relation-là au territoire chez les plus jeunes, où ils sont beaucoup moins socialisés à la nature. Donc, on va voir ben, ce que Richard Louv appelle le déficit nature, le syndrome déficit nature chez les jeunes, puis je dirais même chez les plus vieux, ou peut-être alors qu'ils étaient en lien avec le territoire ou la nature, le sont beaucoup moins. Donc, on est plus devant les écrans. Je regarde les jeunes aussi, tu sais, la façon qu'ils sont scolarisés. Est-ce que les parents les amènent à l'extérieur? Comment ils les amènent à l'extérieur? C'est quoi les types de récits? Est-ce qu'on leur dit quand on est à l'extérieur? Est-ce qu'on est dans les récits égaux, hein, ou anthropocentriques, comme on va en nature pour l'utiliser? Ou est-ce qu'on est dans des récits plus écocentriques où on dit, bon, ben, on fait partie d'eux, allons redonner à la nature, hein? Donc, il faut penser en termes de réciprocité, qu'on est plus dans cette mentalité-là écocentrique, ce qui est pas commun, au fait, dans notre culture à nous, là, occidentale, anthropocentrique. Donc, c'est un peu ça, le territoire. Hein? C'est les histoires qu'on se raconte à propos du territoire qui va faire en sorte qu'on va avoir une telle relation avec ou non. Puis, les processus d'attachement, mais je vais parler plus de ce que moi, je vois dans mes recherches. Mais c'est sûr que l'attachement au lieu, puis je dirais que la plupart des participants, c'est des participants qui sont plus de classe moyenne ou peut-être classe moyenne basse, là, mais j'ai pas tant de personnes marginalisées qui ont participé à mes recherches. Puis la plupart, c'est des personnes, la plupart des personnes blanches aussi. Là, donc, on n'est pas dans l'interculturel. J'ai pas parlé à des personnes autochtones dans ma recherche en tant que telle. Donc, on est dans des rapports au territoire qui sont déjà d'un point de vue un petit peu plus occidental. Là. Donc, la façon de voir la nature, puis pourquoi on veut la protéger, qui revient beaucoup à je veux la protéger parce qu'elle me sert à quelque chose pour moi. Hein? Donc, c'est un peu les discours que j'entends, malgré qu'il y a vraiment un amour pour le territoire là, qui est là. On ne va pas l'enlever ça, mais au fait, ce qui m'intéresse vraiment, autant dans mon intervention, dans ma pratique d'intervention en travail social que dans ma pédagogie à l'université, c'est de forger des différents types de rapports au territoire avec les étudiantes, mais avec les personnes qui viennent consulter aussi, pour être beaucoup plus dans cette vision relationnelle-là de notre rapport au territoire. Puis, ben, ça ressemble peut-être un peu à ce que tu fais en éco-psychologie. Tu sais, il y a beaucoup de déconstruction des récits dominants. Hein? Donc, OK, c'est quoi ton point de départ? Donc, on le nomme, il faut le nommer, il faut savoir d'où on vient, de comment on peut concevoir la nature de territoire, puis pourquoi que toi, tu es attaché ou non. Tu sais, qu'est-ce qui a fait que toi, tu as été attaché ou d'autres personnes, ils s'en foutent complètement de la nature, ils n'ont jamais été exposés. J'ai des étudiantes qui n'ont jamais été en forêt puis qui habitent à 2 kilomètres de la forêt bouchée. Là, tu sais, c'est la première fois qu'ils mettent les pieds en forêt, malgré qu'ils viennent d'ici. Donc, les parents ne les ont pas amenés à l'extérieur. Puis ça, c'est vraiment une réalité il me surprend à chaque fois, mais c'est comme quand même un assez grand pourcentage, là, plus que j'aurais imaginé. Donc, c'est ça, c'est de refaire un peu ces rapports-là. Puis quand on part d'un nouveau rapport qu'on doit tisser, bien là, c'est vraiment intéressant parce qu'on peut commencer à construire ensemble des histoires alternatives, des histoires qui sont un peu plus influencées par des processus décoloniaux, décoloniser le rapport au corps, décoloniser le rapport au temps, de repenser ces relations-là qu'on veut mettre de l'avant dans le monde d'aujourd'hui, en polycrise, justement. Donc, puis en parlant aux gens qui ont des attachements à la nature, au territoire, bien, on voit plein de choses émerger aussi, donc, dont la socialisation en enfance qui est vraiment primaire, je dirais, donc la façon qu'on a été socialisé, la façon qu'on a pu entrer en contact avec la nature. Des fois, c'est même par la chasse. Hein, ça c'est correct aussi. Là, il y a des façons de chasser qui est une bonne façon de faire aussi, qu'on n'est pas en train de consommer des animaux qui sont malheureux toute leur vie. Donc, il faut voir aussi les deux parts des choses. Là. Des nuances un peu partout, mais aussi les caractéristiques des forêts. Donc, ce qu'on voit, c'est un peu ce que Charlotte essayait de montrer dans le slam, là, dans les images, c'est qu'il y a des caractéristiques des forêts qui sont hyper importantes. Donc,
tu sais, si on pense aménagement, par exemple, ben, ce qui ressort de mes recherches, mais de d'autres recherches aussi, c'est que les forêts ou les boisés qui sont plus où il y a des liens d'attachement qui se créent, c'est souvent comme un genre de cocon où les gens peuvent entrer puis se sentir en sécurité. Donc, d'une part, hein, donc je pense notamment à des femmes qui ont rapporté, ben tu sais, moi quand je vais en forêt, il faut que j'enlève mes écouteurs parce que c'est sûr que je me sens pas en sécurité si j'entends pas ce qui se passe autour, puis ils n'ont pas peur des ours, là. Hein, ils ont Mm. peur des autres humains qui vont peut-être les attaquer. Ou les femmes qui vont dire, ben je vais retourner dans cette forêt-là parce que elle, je la connais, tu sais, je connais les sentiers, je connais mes points de sortie. Donc, il y a tous des enjeux d'accès, mais aussi de justice écologique, là, de justice qu'on peut réfléchir quand on passe à l'aménagement, puis à l'accès. Donc, qui a accès à ces forêts-là? De quelle façon est-ce qu'ils peuvent avoir accès ou non? Mais aussi les caractéristiques un peu des forêts plus indigènes. Là, donc, il y a beaucoup de forêts, je pense à notre forêt, nous autres à Limoges, en Ontario, là, c'est toutes des grands pins, donc c'est une forêt communautaire, Mm. la forêt La Rose, où ça a été défriché Mm. puis replanté pour que justement les pins soient vendus. Mais ça fait une forêt, au fait, qu'il n'y a pas beaucoup de biodiversité, donc il y a très, très peu d'oiseaux dans plusieurs secteurs de la forêt à cause que c'est très homogène. Mais il y a d'autres secteurs de la forêt qui ont été moins touchés, que c'est plus des marais. Donc là, on est comme dans la... Tu vois, là, il y a plein d'oiseaux, puis les gens, on dirait, sont portés Mm. vers des lieux où il y a plus de biodiversité, comme ils les remarquent, ces choses-là. C'est vraiment ce que les gens rapportent, comme, ah, ben, quand je demande qu'est-ce que vous aimez Mhm. ici, puis ils rapportent vraiment les oiseaux, les senteurs, les quatre saisons, donc tout ce que la forêt Mhm. apporte au niveau sensoriel. Puis aussi au niveau physiologique, donc tout, quand on a cette sonorité-là, hein, la sensorialité qui est très active, bien, les effets que ça a sur notre système nerveux aussi. Hein, donc, c'est ces types de forêts-là qu'on veut garder. Puis, ben, on sait les forêts anciennes qui sont détruites, ben, ça ne revient pas du jour au lendemain. Hein, les forêts qu'on détruit complètement, même si on replante, ben, ça prend 100 ans avant que ça revienne puis ça ne va pas revenir ce que c'était, mais ça va revenir quelque chose de plus biodiverse. Alors, c'est ça, donc de vraiment aller sur le maintien de ce qu'on a déjà, hein, arrêter de couper les forêts anciennes, d'arrêter de Mhm. couper les arbres centenaires, c'est super important, puis de valoriser au fait l'importance de la biodiversité pour la santé humaine et non humaine. Là. Donc, puis de mettre ça de l'avant aussi, donc toujours de penser aussi aux non-humains quand on réfléchit peut-être des politiques publiques, la santé publique, donc de faire ces liens-là dont tu parles, là, Isabelle, cette trame du vivant-là, ben, on n'est pas séparés d'eux. Mhm. Puis dans les discours des participants, il y a comme autant qu'il y a comme peut-être un ancrage anthropocentrique, il y a quand même cette sensation-là d'être relié, d'être en lien Mhm. avec la nature. Il y a vraiment comme une prise de conscience, une conscience très, très fertile là, du fait que leur santé dépend de la santé de l'écosystème là, qui est près de chez eux puis qui fait partie de leur milieu de vie. Donc pour moi, c'est super intéressant parce qu'on est déjà dans des récits d'espoir, dans des récits de changement. Hein, on n'est plus dans des récits d'effondrement, on est dans comme, OK, c'est quoi, comment on change de cap? Puis c'est ça Mhm. qui donne espoir aussi parce qu'on est dans des récits de changement de cap, de changement d'idées, de transformation. Puis ça, c'est super riche de les mettre de l'avant. Donc c'est ça, je pense qu'il faut mettre de l'avant, puis pas Mhm. juste des récits un peu déprimants là, d'effondrement et tout ça. Puis des fois, c'est de ça qu'on est bombardé, là, les médias sociaux, ils aiment ça nous choquer. Donc les Mhm. récits d'amour et tout ça, on dirait qu'ils sont un peu plus de tassés. Ils sont plus tassés. Mais c'est un peu notre job, là, peut-être à moi et toi, et peut-être à vous aussi, là, de mettre ça de l'avant, ces récits-là, qui sont plus porteurs d'espoir, de récits de solidarité, même de réciprocité. Mhm. Merci, Emmanuel. Euh, ben, j'ai envie de témoigner d'un programme que j'ai mis en branle là, l'année passée. J'appelle ça Éco-psychologie du sauvage. Je travaille avec Alexandre Daigle, qui est spécialiste dans les méthodes ancestrales aussi, avec une méthode aussi H-Shield. Puis le rapport tu sais, que moi, je trouve ça magnifique quand même, le point de départ qu'on fait pour travailler le rapport au territoire et à son attachement, c'est d'aller s'asseoir dans un lieu précis qu'on appelle peut-être ton petit lieu sacré, ou ton, tu sais, communément appelé en anglais le sit spot, tu sais, où tu vas t'asseoir régulièrement, au moins 3 fois par semaine. Tu vas t'asseoir et t'observes ce qui est là. T'observes la nature, t'observes ses changements,
tu observes les animaux qui sont présents, les pistes que tu peux voir. C'est la régularité de cette présence-là qui te met en relation avec ton territoire nécessairement. Puis plus tu es en relation, ben plus tu es attaché, hein. Tu sais, l'exemple qu'on donne, c'est de dire tu sais, on a plein d'amis. Moi, j'ai plein d'amis. Mais il y en a que je vois une fois par année, puis il y en a que je parle au moins une fois par semaine. Mon rapport à l'attachement avec ces personnes-là est différent selon la fréquence que j'ai de me mettre en relation avec eux autres. Fait que là, l'invitation d'aller s'asseoir, puis même les gens qui sont à Montréal, tu sais, d'aller s'asseoir sur ton balcon puis voir comment ça se passe là sur ton territoire, parce que les humains font partie aussi de ton territoire, hein, les oiseaux qui sont là, l'écureuil qui passe, euh, tout d'un coup, hein, t'en vois arriver un autre écureuil, tout d'un coup, un nid, tu sais, dans l'arbre à côté de chez toi, puis que tu puisses l'observer. Fait que c'est dans cette présence-là, dans cette régularité-là que tranquillement va s'ouvrir la conscience du territoire. Puis j'aime bien aussi l'idée de travailler avec ben, tu sais, les différentes directions, tu sais, d'être capable de se percevoir, tu sais, au centre de 4 directions, tu sais, 7 même, le ciel, la terre, notre centre, et puis d'avancer dans le territoire en étant conscient de ces directions-là, puis de dire, OK, je pars de mon site spot, mais si je vais vers l'est, qu'est-ce que je trouve à l'est de mon territoire? Si je vais vers l'ouest, qu'est-ce que je trouve à l'ouest? Si je vais au nord, au sud, juste de se positionner, tu sais, dans 20 pas, oui, tu sais, dans les différentes directions, dans 40 pas, dans 50 pas, mais aussi dans quelques kilomètres, hein. Tu sais, à quel territoire j'appartiens? Quels sont les vivants qui sont présents, auxquels je peux être en relation dans mes différents déplacements? Fait que pour moi, ça a été vraiment un point d'ancrage pour me comprendre le territoire, tu sais, de m'asseoir dedans, puis de le ressentir, puis de le... Parce qu'on parle beaucoup, hein, Emmanuel, puis moi, c'est ce qu'on a en commun aussi, hein, tu sais, c'est qu'on part par le ressenti corporel aussi, hein, c'est que le territoire, ben, je l'entends, je le vois, je le goûte, je le mange. Hein, fait que mon rapport d'amour avec le territoire s'amplifie de cette façon-là. Puis il y avait, tu sais, la sous-question était le lien avec le deuil. Ben évidemment, tu sais, le deuil, tu sais, l'amour et la tristesse, c'est les deux côtés d'une même médaille, tu sais. Plus j'aime, plus je vais avoir des deuils à vivre dans la vie, tu sais. Accepter d'aimer, c'est accepter de faire des deuils aussi, tu sais. Fait que je pense que il faut concevoir ça aussi, tu sais. Fait que mon territoire, je l'aime. Et évidemment, si tu sais, s'il y a des pertes dans ce territoire-là, ben, je vais vivre des deuils. Mais les deuils sont à la grandeur de mon amour. Moi, je trouve que c'est important de voir les deux côtés de cette médaille-là pour être en mesure de d'oser aimer le territoire puis d'y habiter réellement. Tu sais, pas juste de le voir de loin non plus, puis de le concevoir dans sa tête, mais d'y habiter. Je pense que j'irai avec ça pour cette question-là. Merci Isabelle, merci Manuel, c'est super. Ben justement, vous avez un peu effleuré les deux l'idée que le deuil écologique peut être une source de mobilisation, mais comment en fait ce deuil-là peut se transformer en mobilisation? C'est ce qui nous intéresse ici. Pourquoi c'est important d'adresser la question du deuil en contexte de crise climatique, puis comment ce deuil-là peut être source de mobilisation, là? C'est quoi les processus là, pour qu'on prenne action? Commencer cette fois-ci, Isabelle? Non, non, je te laisse. Oh. Oui, ok, parfait. Ben, parfait. Bon, je vais faire ma prof, là. Je vais y aller avec un Ouais. plus théorique avec mon PowerPoint, si ça ne vous dérange pas. Je vais juste le repartager, ça ne sera pas long. Euh, donc, le deuil écologique, comment il fait pour devenir source d'action? Oh, j'avais mon petit vidéo ici, désolée, j'y vais un petit peu plus loin.
Regarde, au fait, j'y vais avec une citation pour commencer. Donc, Ashley Consulo, qui est géographe, je pense, en Nouveau-Brunswick, Nouvelle-Écosse, qui travaille les questions du deuil écologique, là, qui est pionnière, au fait, en la question, à part M. Albrecht, là, le philosophe. Donc, qui pose la question, il dit, se pourrait-il que les gens ne s'attaqueront pas aux problèmes climatiques tant qu'ils n'auront pas les moyens pour gérer les émotions qui l'accompagnent? Alors, d'une part, le deuil écologique, il y a la reconnaissance qu'il y a une émotion. Puis, ce qui est très, très flagrant, en fait, puis ça, je l'ai vécu comme quand moi-même, je vivais mon deuil, puis les gens disaient, tu sais, il y avait toujours une justification. Ouais, mais ta forêt, là, tu sais, les animaux qui sont dedans, ben, c'est moins important que les gens qui vont déménager dans les 10 000 maisons qui bâtissent, tu sais. Donc, il y a comme déjà là, on met de l'importance plus sur certaines choses que sur d'autres, hein, donc, d'une part, sans prendre en considération les effets ben, à long terme aussi. Donc, on parle de justice générationnelle, hein, quand on parle de destruction comme ça là, qui se fait de façon massive, mais on ne pense pas à nos enfants, nos petits-enfants, ça va être quoi les effets sur eux, hein? Donc, oui, peut-être qu'on a des gens là, qu'on peut bâtir des maisons, mais qu'on bâtit les bons types de maisons. Est-ce qu'il n'y aurait pas fait d'autres façons de faire? Puis il y en a vraiment qui existent, donc c'est un peu de voir qu'est-ce qui existe ailleurs, peut-être de refaire ici, mais aussi d'accompagner les gens dans la reconnaissance des émotions puis de les légitimer. Donc, c'est sûr que, tu sais, je me suis toujours posé la question, pourquoi il y a des gens qui vraiment ils care, hein, ils ressentent ce deuil-là quand ils sont vraiment affectés, touchés quand ils voient la destruction du vivant d'une forêt, alors que d'autres, ils n'ont pas de l'air tant affectés. Donc, c'est quoi? Je me pose la question, là, c'est une socialisation différente? Pourquoi qu'il y a ça? Il y a quelque chose de très culturel aussi là, dans la façon qu'on apprend à voir la forêt quand on grandit, peut-être, dans notre culture aussi, beaucoup. Puis qu'est-ce qui fait en sorte que d'autres sont extrêmement touchés, mais comment on peut rejoindre aussi ceux qui sont peut-être moins touchés, mais il y a comme une sensibilisation à faire au niveau du deuil écologique puis des impacts. Puis là, il y a des différents types de deuil, là, justement, qui existent, qu'on peut reconnaître, comme par exemple les deuils par changement progressif. Donc ça, c'est un peu comme la crise climatique. On sait qu'elle est là. On ne connaît pas exactement tous les impacts, mais on sait qu'il y a des changements progressifs qui sont observables. On va parler de choc post-traumatique, ceux qui vivent peut-être plus des événements climatiques extrêmes ou des déplacements climatiques. On parle, si on regarde les grosses industries qui s'installent, par exemple, dans une communauté autochtone qui déménage la communauté, il y a un deuil à la fois du territoire, mais de la culture qui est attachée au territoire. Deuil par anticipation aussi, donc ce qu'on anticipe venir. Puis c'est ce que j'entends chez les jeunes, je pense pas que je vais avoir d'enfant finalement parce que je sais pas dans quel monde que mon enfant va grandir. J'entends beaucoup ça chez les jeunes d'aujourd'hui. Puis le deuil par procuration, ça c'est un peu comme de voir ce qui se passe sur les médias sociaux, peut-être ce qui se passe au Brésil, la déforestation au Brésil, mais de se l'approprier. Donc on vit un deuil juste en voyant ce qui se passe ailleurs. Puis justement, ce qu'on voit avec ces deux-là, c'est que ça permet de bâtir l'attachement au lieu. Hein? Donc, s'il y a un attachement, il y a un deuil. S'il n'y a pas d'attachement, il n'y a pas vraiment de deuil non plus. Donc, déjà, un deuil indique qu'on a un attachement, qu'on care. Hein? Il y a comme une genre de relation de sollicitude avec le lieu. Puis, ensuite, de voir l'attachement au lieu là, qui met vraiment un éclairage sur un rapport qui est corporel, spirituel, symbolique avec un lieu qui peut le quartier, la communauté, le milieu naturel, puis qui nous fait sentir, c'est lié à l'identité, au fait, toute l'identité écologique, hein, donc notre identité, ce que Heidegger va appeler le Dasein, l'être là, la façon d'être dans ce monde, qui quand notre identité est ébranlée, au fait, on a le goût d'agir. Hein? Quand on nous enlève quelque chose de notre identité, on veut, c'est un non-sens, on veut le revoir. Donc, si les milieux de vie, les milieux verts et bleus font partie de cette identité-là écologique, on a plus le besoin de se mobiliser pour les garder. Donc, il y a tout de travailler l'identité, puis je pense qu'on a comme un travail à faire, tant, moi je suis travailleuse sociale, mais tant en travail social qu'en éco-psychologie, que dans les autres domaines de relations d'aide et les domaines de la santé, des services sociaux, de mettre de l'avant l'identité écologique, même dans nos évaluations. On parle d'évaluation psychosociale, évaluation du fonctionnement social en travail social, mais il est où la relation au territoire? On ne l'évalue pas, puis on n'évalue pas les impacts aussi de cette relation-là, de l'accès au territoire ou du non-accès, tant sur la santé mentale que spirituelle que physique aussi. Donc, de l'inclure un petit peu plus, je pense que ça pourrait nous aider à prendre connaissance des effets, mais aussi de
peut-être conscientiser les gens de l'importance que tous ces lieux-là y ont pour eux, de le mettre des mots dessus pour justement engager dans une action qui est collective. Hein, puis je veux vraiment sortir au fait de l'action individuelle. On a tout un rôle à jouer, c'est sûr, mais ce qu'on a vu au niveau des politiques, c'est qu'il y a beaucoup d'emphase sur des actions individuelles. Recycler, on ne sait pas trop que le recyclage va, faites ci, faites ça, sauvez l'eau, mais en même temps, il y a des politiques publiques qui sont complètement contradictoires. Donc, je vois notre rôle en étant plus collectif, comment on peut engager les gens dans l'action collective. Donc, ça, c'est comme un peu ma mission, ma mission de vie, là, d'engager dans les actions plus collectives pour que l'individu, surtout que certains individus ils sont dans un mode survie, donc, tu sais, de recycler, c'est peut-être pas dans leur priorité là, non plus. Donc, on met un poids au fait sur l'individu qu'on devrait peut-être pas mettre, mais plus comment on peut aller voir les politiciens, les politiques publiques pour justement faire une différence puis engager. Puis je me rends à mon concept clé, là. Bon, il y a l'identité écologique, mais il y a aussi tout le... Excusez, je vais un petit peu vite ici, là. Parce que ce que je veux venir aux éco-émotions qui sont territoriales. J'ai fait un graphique, là, vous allez voir comment ma pensée est un peu compliquée des fois, mais il y a le concept d'espoir pragmatique, au fait, que c'est un petit concept que j'ai mis ici, mais que je trouve vraiment central. C'est ce que j'ai vu, au fait, dans les personnes qui vivent un deuil écologique, c'est qu'ils développent cet espoir qui est très pragmatique, qui est centré sur l'action. Donc, c'est pas juste un espoir que comme... est à la fois centré sur l'émerveillement, donc tout l'attachement au lieu, comment il se fait, de se sentir en interconnexion, d'avoir un sentiment d'appartenance, d'avoir un lieu pour s'évader un peu du rythme quotidien, mais aussi dans un espoir qui est très centré sur l'action collective, la solidarité avec la communauté, puis le sentiment d'être en solidarité avec l'espace naturel aussi. Donc, j'agis pas juste pour moi, mais aussi parce que je trouve vraiment important que cet arbre-là, il a la chance de vivre, puis que les animaux, il a la chance de passer au travers du corridor Champlain, par exemple, pour aller boire à la rivière. Donc, il y a comme une compréhension beaucoup plus large de juste le soi-même. Donc, on sort de la vision très anthropocentrique sur le propre nombril là, pour aller vers une histoire un espoir qui est pragmatique. Alors, c'est un peu le concept clé là, que j'essaie de développer dans mes recherches en ce moment. Là. Un article qui va sortir, j'espère, bientôt, là, mais c'est ça. Donc, comment on peut, nous autres, s'engager dans créer ces espaces-là d'espoir pragmatique chez les gens, puis que ça redonne, au fait, des choses. Puis, je travaille même dans mes programmes d'intervention par le plein air, où on amène les gens à s'engager dans une action qu'ils choisissent pour eux, pour la forêt qui est fréquentée. Donc, de redonner. Donc, ils se disent, redonner à la nature, tu sais, ça veut rien dire, là, pour la plupart de nous. Mais quand on les met en action, quand on les laisse choisir, quand on prend conscience de c'est quoi les besoins de la forêt locale, ben là, on peut faire quelque chose qui résonne pour cet espace-là. Puis après ça, les gens, ils reviennent, ils disent, ah ben moi, j'ai contribué positivement, j'ai comme soit aidé à faire un jardin ou des pollinisateurs, ou des affiches ou peu importe. Ben là, ils reviennent avec leurs proches, puis là, ça fait grossir, au fait, cet espoir pragmatique-là. Donc, la mise en action est importante aussi, là, de trouver des axes de mise en action dans nos interventions. À toi, Isa. Ben ouais, c'est ça, hein, c'est vraiment similaire à ce qu'on travaille. Euh, Fait que c'est ça, parce qu'un travail qui relie, c'est toute l'idée, hein, tu sais, le livre, un des livres qu'elle a écrit, Joanna Macy, c'est L'espérance en mouvement, tu sais, Active Hope. Parce que l'espoir simple, ah, j'espère que ça va aller mieux si je me mets pas en mouvement, ben, j'irai pas mieux à l'intérieur de moi-même. C'est l'action qui fait en sorte que je vais mieux, tu sais. Donc, ben pour moi, le deuil, hein, quand on parle de deuil, on parle de plein d'émotions aussi, hein, dans le deuil, hein. Évidemment, hein, il y a la tristesse, il y a la colère, il y a le déni, hein, c'est, tu sais, toutes les phases du deuil, il y a toutes ces émotions-là, puis ça nous ramène, tu sais, à la spirale du travail qui relie, hein. La première étape, je vous disais, gratitude. Deuxième étape, honorer notre douleur pour le monde. Donc, ça parle des deuils, mais ça parle aussi de la colère face à l'injustice, hein, de la tristesse d'un territoire perdu, mais aussi la peur de ce qui va arriver, hein, comme tu disais, le deuil par anticipation, hein, la peur qui est là, de qu'est-ce qui va arriver. Puis, il y a Francis Wheeler, qui est un auteur américain que je trouve vraiment très inspirant, qui lui a écrit un livre qui s'appelle The Wild Edge of the Sorrow, puis il parle beaucoup du deuil là-dedans, puis
ce qu'il dit, tu sais, c'est que dans une société comme la nôtre, on veut pas les voir, les émotions. On veut pas les voir. Puis tu sais, vivre nos colères, vivre notre peine, ça fait partie du sauvage. Puis ça, socialement, on veut pas voir ça, on veut pas entendre ça, tu sais. Une personne verse quelques larmes dans un groupe. Ah, excusez-moi, je pleure. Non, non, excuse-toi pas, tu sais. Quand les gens viennent faire du travail, non, excuse-toi pas. On est là pour ça, tu sais. Pour moi, c'est d'offrir des espaces où on va se réhabiliter à vivre nos émotions finalement. Parce que nos émotions, hein, on a peur souvent que la peine, que la colère nous engloutisse, nous fragmente, mais on se rend compte que c'est les émotions qui ne sont pas vécues qui nous tiennent prisonniers, prisonnières, hein. Fait que, mais faut réapprendre à vivre ces émotions-là. Fait que, une fois, tu sais, sinon, on va quoi? On va les boire, on va les manger, on va les consommer, on va trouver toutes sortes de moyens pour éviter nos émotions. Donc, on travaille qui relie, on crée des espaces, tu sais, des cercles de douleur où chacun va exprimer sa peine. Puis là, à travers la peine, tu sais, la peine dans le sens anglais du terme, dans douleur, pain, ben, à travers ces douleurs-là qu'on vit, ben, quand on entend les autres qui en ont aussi des douleurs pour le monde, qui en ont aussi des deuils, tout d'un coup, je me rends compte que je ne suis pas seule à souffrir pour la condition du monde, de l'environnement. Et là, je me rallie à d'autres dans ma peine, et déjà ça fait du bien, hein, parce que sûrement dans tes études, tu le vois, Emmanuel, hein, il y a ce sentiment d'isolement-là devant la perte, devant la tristesse, devant l'absurdité du monde, tu sais. Là, tout d'un coup, ah, je suis pas seule à vivre ça, tu sais, c'est partagé, c'est relié. Puis, tu sais, les gens, souvent, quand moi, je fais des ateliers du travail qui relie, quand on arrive à cette phase-là, les gens, ils ont tout le temps peur, tu sais. Là, moi, je forme du monde à donner ça maintenant, puis là, ils ont peur de l'animer aussi, tu sais, ça nous donne des bons indicateurs que socialement, on n'est pas habitué avec ça, puis on est mal à l'aise. Mais une fois que les gens osent, euh, quand on finit un cercle de douleur, ben les gens ils vont mieux après là, parce que ça a été relâché, hein. Tu sais, quand une émotion apparaît, tu sais, il y a une charge, il y a l'émotion, il y a le relâchement de l'émotion. Si tu vas au bout de sa décharge émotionnelle, ben il y a un relâchement. Si tu te rends pas au bout de la décharge émotionnelle, tu restes encore pris avec. Mais souvent, justement, dans mes groupes, après ça, ben, il y a comme un relâchement. Puis ce relâchement-là, ça crée de l'espace pour autre chose, pour un nouveau regard, comme on disait dans ma spirale, et un aller de l'avant. Parce que c'est la même chose, puis la sous-question, c'était comment ça peut nous stimuler à aller de l'avant. Ben, pour moi, la douleur, le deuil, c'est des indicateurs. Souvent, dans notre société, les gens sont en manque de sens, hein. Tu sais, il y a tellement d'absurdité que c'est quoi le sens de tout ça? C'est quoi le sens de ma vie? Tu sais, le besoin de contribution, est essentiel, hein, chez l'être humain pour se sentir. C'est pour ça que nos personnes âgées aussi souffrent beaucoup souvent, puis sont très peu valorisées socialement. Puis le besoin de contribution va rester toute la vie, là, ça, tu sais. Fait que là, tout d'un coup, si j'ose toucher ma douleur, ben c'est pour moi, je le nomme aux gens, c'est un indicateur. Moi, je souffre peut-être plus de l'isolement des personnes âgées que l'autre. Mais l'autre souffre plus peut-être de la déforestation ou de la pollution des eaux. Ben, si cette sensibilité-là, c'est que tu ressens, c'est ton cadeau. C'est ton cadeau, cette douleur-là que tu ressens, parce que c'est ton indicateur de ce sur quoi tu as à te mobiliser pour changer les choses, tu sais. Fait que ça aussi, hein, c'est les deux côtés d'une médaille. Oui, c'est une douleur, mais c'est un cadeau aussi parce que ça te permet de savoir vers quoi tu veux te mettre en action, à quoi toi tu veux contribuer, tout en sachant dans le changement de regard, dans la pensée systémique, c'est que chacun contribue selon ses forces, ses capacités, ses élans, ses talents. Fait que j'ai pas à tout porter. Ça aussi, hein, c'est ça aussi, les gens souvent, par rapport à la crise climatique puis l'espoir, c'est que les gens pensent qu'il faut qu'ils se mettent sur tous les fronts. Non, non, non. T'as juste ta part, la petite part du colibri, là, tu sais, que Pierre Rabhi a mis de l'avant, là, hein, le petit feu de forêt, puis le petit colibri il prend sa goutte d'eau, puis elle la dépose sur le feu de forêt. Qu'est-ce que tu fais là? Il se fait demander. Ben, il dit, je fais ma part, tu sais. Fait que reconnaître que faire sa part, c'est assez.
Puis que c'est, tu sais, collectivement, justement, que ça fait la différence par la suite. Puis dans la théorie des systèmes, hein, le changement de regard, pensée systémique, ben il y a la notion d'émergence aussi. Fait que pour moi, plus on sensibilise à ça, plus il y a des gens qui se mettent en mouvement, puis à un moment donné, pour moi, tu sais, émergence apparaît, soulèvement apparaît, puis là, c'est là que les choses vont se transformer. Fait que voilà, pour moi. Merci Isabelle et Emmanuel pour vos lumières. C'est vraiment Mm. intéressant et éclairant. Ben, je pense qu'à ce point-ci, j'aimerais ouvrir la période de questions à vous, vous autres dans Zoom. On avait une dernière question préparée aussi pour approfondir un peu les éco-émotions là, qu'Emmanuel et Isabelle ont apportées là, pour un peu s'intéresser aux éco-émotions puis comment s'en servir de manière positive. Mais je sens qu'Emmanuel et Isabelle l'ont déjà un peu apporté. Ouais. Euh, donc, ouais, je vous laisserai poser des questions si vous en avez. Puis si vous en avez pas, ben, on va pouvoir approfondir sur les éco-émotions. Mais n'hésitez pas, levez la main, posez vos questions. Hein. Je peux peut-être éteindre l'enregistrement là, si ça stimule les gens. Fait que je vais juste remercier là, pour la finale de l'enregistrement, puis on va passer aux questions.